Alors, je vais vous présenter assez rapidement, mais il y a des trucs qui sont assez basaux, mais moi, qui m'interpellent comme chirurgien en tout cas. Ce que je vous montre, c'est ce que j'utilise, ce que je sais, et pas plus. Alors, parfois, ça sera peut-être un petit peu basal, parfois un petit peu plus compliqué, mais c'est le nécessaire minimum et indispensable pour la chirurgie, en tout cas celle que je pratique. Alors, déjà, dans les CAV, la particularité ou la vraie particularité anatomique, en fait, oups, je vais revenir en arrière, il faut que je m'habitue au système. Par rapport à un cœur normal, où l'aorte finalement descend et va séparer les deux anneaux tricuspides et mitraux, en fait, elle reste unwedgée. Pour moi, c'est l'une des choses probablement que j'ai eu le plus de mal à comprendre. La première fois où j'ai compris comment était un CAV, c'est quand j'ai eu une pièce anatomique entre les mains, et j'ai vu le rapport de l'aorte qui était effectivement beaucoup plus haut, et qui n'avait pas séparé ces deux anneaux. Et ça donne une conformation très particulière que vous connaissez aussi bien que moi, si ce n'est même mieux que moi, qui est cet allongement en fait de la outlet, avec un inlet qui change relativement peu de longueur. Donc Lucille vous en parlera, parce qu'elle n'est pas tout à fait d'accord avec ça, mais c'est sûrement elle qui a raison et pas moi. Toujours est-il que ça donne lieu donc, à un défaut du septum atrioventriculaire. Et ce qui va différencier finalement les différents types de CAV, c'est la manière dont est inséré le tissu valvulaire sur la crête septale. Soit il n'y a quasiment qu'une insertion, c'est un CAV complet, soit une insertion partielle, c'est un CAV intermédiaire, ou soit c'est inséré complètement et c'est un CAV dit partiel. Alors voilà quelques aspects, je dirais, anatomiques d'une pièce que l'on voit ici. Le ventricule est ouvert par la pointe. On voit ici le composant supérieur, le composant inférieur qui passe en bridge, par-dessus la communication interventriculaire qui est située ici, et l'aorte, bien sûr, passe pas au-dessus. Dans un CAV intermédiaire, il n'y a plus de communication interventriculaire large, mais c'est limité dans le CAV intermédiaire à des espaces ici intercordaux, donc qui rendent la CIV restrictive, si je puis dire. Et bien évidemment, dans les CAV partiels, il y a une insertion ici qui est complète et qui ne laisse plus du tout de communication interventriculaire. Alors voilà, ces définitions qui me mettent un petit peu parfois conflictuelles. La définition du CAV intermédiaire, savoir si c'est une définition purement anatomique ou purement physiologique sur la section de la CIV, quelque chose qui est relativement débattu, si je puis dire. Alors on va passer à la valve, parce que finalement c'est beaucoup plus intéressant. Dans la valve, en fait, il y a la classification de Rastelli, qui est peut-être celle qui a été la plus informative. Il y a les Rastelli A, B et C. Et comme vous le savez, la définition de la classification de Rastelli, c'est la position des composants supérieurs et inférieurs gauche qui vont passer en bridge ou pas au-dessus de la crête septale. Là aussi, je laisserai Lucille décrire tout ça, parce qu'en fait, si on est basal, et qu'une fois qu'on a fait la partition entre le côté droit et le côté gauche du CAV, on se retrouve finalement avec des valves qui se ressemblent, quel que soit l'aspect du Rastelli. Donc, c'est-à-dire CAV partiel A, B ou C. Finalement, la valve atrioventriculaire gauche, c'est trois composants et il faudra qu'on fasse avec. Dans la définition et dans ce que je regarde dans des échographies dans un CAV, finalement, la première chose que j'aime bien qu'on me montre, c'est les piliers. Les piliers vont en fait définir tout ce qui est une valve atrioventriculaire gauche. Dans un cœur normal, les piliers ici, finalement, sont situés dans l'axe de la voie d'éjection du ventricule gauche. Et dans un canal atrioventriculaire, les piliers sont parallèles au septum interventriculaire. Alors, ils déterminent vraiment la géométrie de cette valve. Lorsque l'on a des deux piliers ici, ces deux piliers vont déterminer l'équilibre des composants valvulaires. C'est-à-dire que le composant mural sera entre les deux piliers situés ici, le composant supérieur en dessous ou en dessous. Lorsqu'ils sont déviés en avant, ça va réduire le composant antérieur. Lorsqu'ils sont déviés en arrière, ça va réduire le composant inférieur ou postérieur. C'est comme on veut. Et pareil, lorsqu'il n'y a qu'un seul pilier, ça va changer l'équilibre des composants valvulaires. Alors ça, c'est d'autant plus important que dans des cas d'isomérisme, on va voir qu'il va y avoir des dominances ou des prédominances. Dans un cœur normal, on va avoir essentiellement une organisation parallèle des piliers avec un bon équilibre valvulaire. Par contre, quand on va des isomérismes droits, c'est là où on va retrouver des déviations antérieures ou des piliers uniques. Donc piliers, équilibre de l'appareil valvulaire. Les piliers vont aussi déterminer la circonférence respective des différents composants valvulaires. Lorsque les piliers sont écartés ici de façon normale, on va pouvoir déterminer un rapport entre la distance entre les piliers et la circonférence de la valve murale. Ça serait important plus tard pour déterminer les ouvertures de la valve et la surface géométrique qu'elle va représenter. La position des piliers va déterminer aussi, et ça on a fait ce travail avec Lucille que je ne remercierai jamais assez pour tout le travail anatomique qu'on a fait il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années, mais non seulement les piliers ici déterminent la circonférence de la valve murale, mais ils vont déterminer aussi sa hauteur. C'est-à-dire que lorsque vous voyez des piliers dans un ventricule gauche, quand vous êtes en petit axe, vous savez quelle est la forme du composant mural.
Voilà, ça c'est imparable. Par contre, il y a d'autres petits inconvénients. C'est que les piliers ne sont pas corrélés. En fait, la dimension du composant mural n'est pas déterminée et pas corrélée à l'appareil sous-valvulaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir un composant mural avec des cordages qui vont être longs ou des cordages qui vont être courts. C'est-à-dire que vous voyez les piliers, vous ne savez pas quelle longueur des cordages. Et ça, vous êtes assez limité, si je puis dire, en termes d'échographie, parce qu'on a l'impression qu'il vous manque la définition précise. C'est un peu comme si vous regardez en échographie avec un appareil photo d'1 ou 2 mégapixels et vous seriez bien mieux avec 10 mégapixels. On ne voit pas très bien l'appareil sous-valvulaire et parfois c'est un peu difficile de dire quelle est la hauteur. Je vois que Laurent n'est pas tout à fait d'accord, mais ce n'est pas toujours si évident que ça. Exemple ici, donc là c'est des pièces de marine longue. Voilà deux cœurs qui ont des distances interpiliers qui sont similaires. Dans un cas, il y a des cordages qui sont longs ici, dans le cas ici les cordages sont courts. Donc imaginez que l'on ferme la clefte ici, le sang pourra passer sans aucun problème autour des piliers. Vous fermez la clefte ici ou la fente comme on veut, et ben on va créer un parachute, ou en tout cas un équivalent de parachute et une restriction valvulaire. Donc la position des piliers c'est bien, on a un composant mural. Par contre l'appareil sous-valvulaire, c'est-à-dire la hauteur des cordages et leur longueur, vont déterminer en fait les possibilités d'inflow au niveau du ventricule. Autre chose extrêmement importante, je me souviens d'un article de Bob Anderson. Est-ce que la clefte est une commissure ou pas? Je peux vous affirmer que ce n'est pas une commissure. Le concept Free Leaflet Valve de Alain Carpentier, donc je parle à chaque fois, à chaque communication, parce que j'y crois vraiment, en fait non. Ce concept de Free Leaflet, ça a été fait sur des patients plus âgés, à partir de 7-8 ans. Donc là, éventuellement, on peut considérer que ce principe peut être juste. Mais chez l'enfant, non. Une bonne raison, c'est que dans un cœur normal, ici, si vous prenez par exemple A1, P1, lorsqu'il y a la contraction au niveau cardiaque, vous avez l'enchaînement anneau, valve, cordage, pilier, paroi. Donc c'est un ensemble qui va garder la géométrie du cœur. Et lorsqu'il y a cette contraction, en fait, la rétraction du pilier va amener A1 contre P1 et ferme la valve de façon naturelle. Il n'y a pas d'effort mécanique au niveau de cette commissure. Donc. Par contre, au niveau de la valve d'un CAV, si on prend ici le pilier antérieur, le pilier postéro-médian, et la fente qui est au milieu ici qui a été fermée, lorsqu'il y a la contraction cardiaque va avoir tendance à écarter les deux piliers et donc à créer des forces de distraction, enfin de déchirure au niveau de la fermeture de la fente. Raison pour laquelle vous avez des patients qui sont opérés d'un CAV et vous dites mais qu'est-ce qu'a fait le chirurgien? Cette sacrée fente mitrale est fuit encore après. Même si elle a été fermée, il y a une telle force mécanique que ça reste une suture chirurgicale et que cette suture chirurgicale peut déchirer. Donc ça, c'est extrêmement important, à tel point que beaucoup de chirurgiens se sont penchés sur ça. Ils ont dit, mais comment est-ce qu'on va faire pour que ça tienne? Alors certains ont même rapproché les piliers avec des bandelettes, ça il ne faut pas le faire, ou fermer complètement la fente mitrale en allant éventuellement sous l'appareil sous-valvulaire, je pense que c'est extrêmement dangereux, ou en fermant en 2 épaisseurs pour augmenter la résistance mécanique. Vous verrez qu'il y a d'autres moyens de faire en sorte de diminuer la traction sur la fente mitrale, c'est tout simplement de cintrer ou de faire une annuloplastie plus importante au niveau de la base du cœur. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une valve atrioventriculaire gauche de CAV, quelle que soit sa définition intermédiaire, complet ou partiel? C'est une valve qui va avoir des composants équilibrés, sup, inf et latéral, qui va avoir un angle d'implantation relativement grand. En général, c'est Abruzzi qui l'a publié, 120 degrés, c'est bien, ça donne un bon rapport en fait en termes de surface d'ouverture et bien sûr des cordages longs. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans ces valves-là, en fait, il y a en termes d'ouverture, parce que ça va être important pour ce qu'on va pouvoir traiter après, il y a une ouverture qui se situe ici au niveau de la fente mitrale, il y a une autre ouverture qui se fait au niveau du composant mural lorsque la valve s'ouvre, et enfin une autre ouverture qui se situe au niveau des piliers. Donc au niveau de la diastole, lorsque la valve de CAV s'ouvre, vous avez tout ça qui va contribuer au passage OG-VG. Par contre, après une chirurgie dite idéale où on aura fermé complètement la fente mitrale située ici. C'est discutable, mais en tout cas c'est ce que je soutiens. Qu'on aura cintré ici au niveau de la base du cœur pour diminuer la tension sur les sutures qui sont mises ici. En général, lorsqu'on le fait dans un CAV complet, si cette dimension-là est de 100, on va mettre un patch qui fera 80 pour obtenir ce cintrage. Faire des annuloplasties ici pour améliorer la position au niveau valvulaire. Et finalement, on se retrouve avec une valve qui a l'ouverture du composant mural et l'ouverture au niveau des piliers. On a perdu cette surface-là. Le but, c'est d'avoir après une surface d'ouverture valvulaire au moins égale à Z-2, mais ça, on le reverra, ce n'est pas forcément toujours nécessaire. Ça, c'est ce que je
pense, ça a été publié par d'autres, mais c'est prouvé. Ça a été prouvé ici d'un point de vue expérimental. C'est un modèle de valve de CAV, c'est un modèle in vitro sur banc. C'est une valve mitrale de porc qui a été mise sur un banc. Résection de P2 ici pour créer la valve murale et puis création d'une cleft, entre guillemets, par ouverture de la valve antérieure. Sur ce modèle-là, il a été montré que la fermeture de la fente mitrale et la création d'une annuloplastie restrictive donnaient les meilleurs résultats en termes de compromis fuite, rétrécissement. Ça a été aussi mis en évidence par une publication de François Lacour-Gaillet qui s'est beaucoup intéressé à ce problème, qui a montré que cliniquement, lorsque l'on faisait une annuloplastie en même temps qu'une fermeture de la fente, on avait moins de patients réopérés et de meilleurs résultats et moins de réopérations ultérieurement. Donc l'association sur un canal atrioventriculaire, fermeture de fente plus annuloplastie est ce qui donne le meilleur follow-up en quelque sorte. Alors maintenant, hormis ces cas idéaux, il y a aussi d'autres types de valves. Bien sûr, il y a des valves avec des lésions dystrophiques surajoutées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur des valves qui sont relativement équilibrées, on peut rajouter de l'acquis sur le congénital. Vous avez un patient de 4 ans qui a une petite fuite sur un canal atrioventriculaire partiel, relativement lambda. Cette fuite va progressivement entraîner une dystrophie de la pointe du composant mural. Une valve normale, c'est un truc très large comme ça, il y a une grosse surface d'apposition. Imaginez, là, c'est un truc triangulaire qui arrive dans un machin comme ça. La moindre petite distorsion va entraîner une fuite. Il y a la fuite, et la fuite va entraîner la fuite. Je ne vous fais pas un dessin. Alors après, il y a d'autres types de valves, c'est qu'il manque du tissu valvulaire, vous verrez comment est-ce qu'on peut faire. Et bien évidemment, ceux qu'on est piliers rapprochés, qui sont à risque de RM. Alors maintenant, on va aller dans des trucs beaucoup plus chirurgico-chirurgicales, peut-être pour les plus jeunes qui connaissent moins la chirurgie. Je vais vous expliquer ce que c'est que les techniques de patch, un patch modifié, voire même sans patch, parce qu'il y a toujours des petits malins qui veulent faire différemment des autres. Toujours est-il que lorsqu'on fait un canal atrioventriculaire, ma base et mon principe, la première chose, c'est déjà de rien rajouter. Rien de plus désagréable que de se voir confier un canal atrioventriculaire qui ne fuit pas, de mettre en place des patchs et de tester que ça fuit. Ce qui veut dire que le principe même de la chirurgie, je pense, c'est de faire du no-touch technique. C'est-à-dire que vous voyez un CAV en 4 cavités, il y a une CIV, il y a une CIA, il faudrait mettre les patchs comme ça. Un peu par magie, tac, le coup de baguette, on met les patchs et ça ne fuit pas. Ça, c'est dans la vie idéale. Dans la vraie vie, c'est un petit peu différent parce que dans cette vraie vie, en fait, si jamais dans un CAV complet, on met ici un patch qui va être trop large, et ben en fait, il va y avoir des forces de traction ici, ça crée cleft qui fuit. Ce qui veut dire que dès qu'on a mis en place les patchs de CIV et de CIA, on a déjà déterminé le reste de la réparation. Si on s'est raté, on va avoir un mal de chien à revenir en arrière, ou alors il faut tout démonter. Si on met un patch qui est trop long, on va tirer sur le tissu valvulaire. Donc la première chose, c'est d'équilibrer un patch de CIV qui est à la bonne taille et qui crée une annuloplastie, et un patch de CIA qui soit également aussi adapté. Alors si on continue, donc on va décliner quand même un petit peu les deux patchs, un patch et un patch modifié. Alors ça, c'est une affaire quasiment de secte. Donc je dis ça avec restriction. Moi, je fais partie de la secte de ceux qui mettent deux patchs, mais bon, j'en connais d'autres. L'avantage du deux patch, c'est qu'on fait des sandwichs en fait, de tissu valvulaire. Le Pediatric Heart Network, publication de 2011, en fait, a dit qu'il n'y a pas d'analyse supérieure, de technique supérieure à une autre. Ils ont comparé deux patchs, un patch, etc. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Dans les mains de ceux qui sont habitués. Ceux qui font du un patch modifié, ils sont les meilleurs dans cette technique. Ceux qui font du deux patch sont les meilleurs dans cette technique aussi. Donc chacun, c'est très opérateur dépendant, très centre dépendant. Néanmoins, ils ont mis en évidence qu'il y avait moins de gestes associés chirurgicaux dans les techniques de Noon. C'est-à-dire qu'on a moins besoin de fermer des clefts, moins besoin de faire d'annuloplastie. Mais bizarrement, deuxième inférence, ils sont plus souvent obligés de faire un second run de CEC pour corriger des lésions résiduelles. Donc je n'ai pas très bien compris. En tout cas, le Noon, moi je ne le fais que dans les petites CIV pour ne pas déformer le tissu valvulaire. Voilà, donc dès que la CIV dépasse 4-5 mm, je passe aux deux patchs. En sachant que dans mon équipe, il y a un autre chirurgien qui ne fait que du un patch et ça marche aussi. Donc encore une fois, ça ne représente que mon avis.
Alors maintenant, deux patchs. Je vais quand même vous infliger cette technique chirurgicale. Là, on est en vue opératoire. Vous avez ici le composant droit, le composant ici gauche, la CIV qui est ici, les limites de l'ostium primum, le sinus coronaire. Donc voilà les limites de la mise en place du patch de CIV, avec un sinus coronaire qui sera placé ici à gauche, c'est-à-dire le sang bleu du sinus vers l'oreille de gauche. Il peut aussi être mis à droite si on passe le patch ici. Cette distinction entre sinus coronaire à droite et à gauche est moins anodine que ça en a l'air. Si on place le patch ici, en laissant le sinus coronaire à gauche, on passe loin du faisceau de His. Je ne connais pas de BAV post-opératoire lorsqu'on passe le patch ici. J'en connais lorsqu'on passe le patch là. Le problème, c'est quand on fait ça, on perd un quart d'heure, 20 minutes. Après, c'est une question de choix. Donc cette sacrée technique à deux patchs, mise en place du patch de CIV, on ne divise pas le tissu valvulaire, c'est-à-dire qu'on n'y touche pas. Et après, on met en place le deuxième patch d'ostium primum, et le tissu valvulaire va être sandwiché entre les deux. Il n'y a quasiment aucun risque de rupture mécanique. Il y a le tissu valvulaire, un patch d'un côté, le patch de l'autre, c'est pris en sandwich, ça ne déchirera pas, pas à deux patchs. On ne coupe pas le tissu valvulaire. Non, on ne touche pas. Rien. 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 Alors, je suis d'accord que si... Non, mais je vois très bien ton raisonnement, et il est approprié. Ça veut dire qu'on peut dire qu'on va enlever toutes les attaches d'un Rastelli A avec les cordages accessoires pour diminuer le risque ultérieur de sténose sous-aortique. Oui. Mais effectivement, la remarque est tout à fait appropriée. C'est éventuellement un inconvénient de la technique à deux patchs. Donc la résistance mécanique, je pense, est optimale dans ce type de réparation. Technique à un patch, c'est la technique de Rastelli. C'est-à-dire qu'en fait, le seul même et unique patch va fermer CIV et CIA, ce qui a comme implication directe qu'il faut diviser le tissu valvulaire. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voyez ici, le composant gauche est là, le composant droit est là. Ça, c'est le composant supérieur qui est en pont par-dessus la crête septale, le composant inférieur aussi. Donc, il va falloir ouvrir le tissu valvulaire ici et là pour créer une partie gauche et une partie droite. Donc déjà, il faut choisir, comme dans un deux patch. La mise en place, donc la division se fait sur le composant supérieur, sur le composant inférieur. Après, le patch ici, qui généralement est du péricarde autologue traité à la gutturaldéhyde, est inséré sur la crête septale, sur son bord droit. Le tissu valvulaire est réinséré. Vous voyez les fils qui prennent la partie gauche, ici, c'est-à-dire cette berge-là, passent à travers le patch, ressortent de l'autre côté et prennent le patch d'ostium primum. Donc vous voyez que là, le tissu divisé, sectionné, est réinséré sur le patch unique et il faut choisir la hauteur. Quand on ne divise pas, on n'a pas à choisir de hauteur, c'est calqué, c'est impératif. Quand on coupe, il faut choisir où on remet. Ce type de réparation est beaucoup plus rapide, temps de clampage divisé par 2, expose par contre au risque de rupture mécanique. Voilà, ça m'est arrivé, la peu de fois où j'ai fait ça, boum, c'est peut-être aussi parce que je ne sais pas le faire. L'avantage, la rapidité, par contre, faiblesse mécanique. Dans les mains de ceux qui savent faire, ça marche très bien. Et c'est probablement la technique la plus usitée dans le monde. Alors, je vais terminer sur les techniques, mais tu peux faire deux patchs en haut, un patch en bas, désinsérer partiellement ou pas. Ça m'est arrivé de faire des nouns sous le composant inférieur et deux patchs sous le composant supérieur. Donc après, c'est au chirurgien de mélanger un petit peu ces techniques et de s'adapter. Il y a des hybrides possibles. Mais si je commence à vous parler de tous les hybrides, je vais vous embêter un peu, je pense. Donc voilà la technique à un patch Rastelli qui est probablement la plus universellement en fait utilisée. Technique à un patch modifié. Donc c'est le publieur originel, c'est Wilcox, et Noon qui a fait une grande série après. Très largement publié maintenant par l'équipe de Chicago, Mavrodis et Baker, qui considèrent que c'est la meilleure technique du monde. En fait, c'est pas si facile que ça à faire. C'est très rapide. Même pour un CAV complet en 60 minutes, même dans les mains très entraînées, en 50 minutes, c'est terminé. Donc, mais je trouve que c'est quand même un petit peu particulier et surtout, on a tous des expériences contrastées. On sait tous qu'on risque de reprendre un malade quand on fait ça. Par contre, quand ça marche, c'est fantastique. C'est une opération rapide, tac, boum. Bon, bref. Le principe est le suivant. Crête septale située ici. On met des points dessus. Il passe à travers le tissu valvulaire, la limite entre les deux composants. On passe les points après dans le patch d'ostium primum. On descend de tout. C'est terminé.
Mais par contre, on abaisse le plancher valvulaire. Donc ça déforme la valve. Donc c'est contre mon principe du no-touch. Voilà. Après, si la CIV n'est pas très haute, 2 mm, est-ce qu'on va s'embêter à aller mettre un patch de CIV de 2 mm de hauteur? Le noun est acceptable. Si on a une CIV qui fait 8-10 mm, on ne va pas descendre le plancher valvulaire de 8-10 mm sur une valve AV gauche qui fait 12 mm de diamètre. La déformation est à mon sens trop importante. Après, ceux qui font ça disent qu'on le fait dans tous les malades, même ceux qui ont les CIV larges. J'en connais, il y a même des publications de cas de CAV phallo en noun. Bon, après c'est une question... chacun choisit et chacun fait avec ses propres résultats. Donc voilà pour l'un patch. Le zéro patch, ça existe aussi. Je vous le dis, j'ai vu une publication récente. C'est on prend le septum interatrial, on accroche le tissu valvulaire et on met le tout sur la case septale. D'accord. Bon. Sans commentaire, je sais pas. Bon. CAV partiel. Pareil, bon là c'est facile, le tissu valvulaire est inséré sur la case septale, donc au moins la limite droite-gauche, on n'a pas à choisir, il n'y a pas de CIV. Bon. Donc on met le patch de sium primum ici. Vous avez tous, et je me souviens des discussions de Necker quand j'étais jeune chef de clinique dans les années 91-92. Non, ce patient, on ne l'envoie pas encore à la chirurgie parce qu'il risque de faire un BAV. Donc, le risque de BAV, si on passe au large ici et qu'on laisse le sinus coronaire du côté gauche, aucun risque. Si on prend la technique de McGoon, c'est beaucoup plus rapide. On est plus proche du faisceau de His et on est obligé de passer les points dans la base du composant inféro gauche. Donc, on risque de descendre un petit peu. Là aussi, ceux qui font ça, et qui en ont l'expérience, 1, ils n'ont pas de BAV, 2, ils ont des très bons résultats. Donc c'est plus une question d'école, je pense, et d'habitude que de chirurgien. Mais sachez que les deux existent. Dans un cas comme dans l'autre, les sinus coronaires, physiologiquement, on s'en fout complètement. C'est-à-dire que la désaturation est mineure et quasiment inapparente. Donc je mets au défi de trouver si le sinus coronaire est du bon côté ou pas, on ne s'en rend absolument pas compte. Maintenant, on va aller purement dans ce qui est de la chirurgie propre de la valve, sinon je vais dépasser le temps qui m'est imparti. Donc on a dit fermeture de cleft systématique. D'accord. Pom pom pom. Hop, en arrière. Les annuloplasties maintenant. Alors les annuloplasties, ce n'est pas systématique. S'il n'y a pas de dilatation ventriculaire gauche avant, je ne vois pas tellement l'intérêt. L'anneau a une dimension normale, il n'y a pas besoin de faire des annuloplasties. On fait des annuloplasties, en tout cas j'en fais, dans les cas de dilatation du ventricule gauche préopératoire. C'est-à-dire s'il y a une CIV à large enceinte ou s'il y a une fuite préopératoire. S'il y a une fuite préopératoire, l'anneau est dilaté, il faudra le remettre à une dimension normale. Dans les cas de dominance ventriculaire droite, ça c'est des expériences un petit peu délicates. On prend un patient, il a une dominance droite, il a un petit anneau AV gauche, on le répare, on force le débit dans la valve AV gauche. La valve se dilate, ça tire sur les sutures, ça déchire. Une fois, 2 fois, 3 fois, j'ai un patient comme ça qui s'appelle FM. Ça s'est terminé par une valve. La première fois que je l'ai opéré, sa valve AV gauche faisait 14 mm de diamètre. Au bout de 3 réinterventions, le diamètre de la valve AV gauche faisait 24 mm de diamètre. Ça ne l'a pas fait. Le tissu valvulaire, il n'a pas grandi en 3 mois. Donc ça a déchiré. Donc éventuellement, il faut peut-être fixer ces valves-là au niveau où elles sont pour qu'elles grandissent, entre guillemets, pas trop vite pour pas que ça déchire. Voilà. Toujours est-il que l'orifice résultant de ces commissuroplasties ici, là, de cintrage au niveau de la base, doit laisser un orifice utile. AZ-2, on en reparlera tout à l'heure. Maintenant, dans des cas un petit peu plus irréguliers de valve, alors s'il y a une perte de tissu, on peut étendre le tissu valvulaire. Ça a été publié par l'équipe de Toronto. Perso, je n'ai jamais fait, parce que ça me fait peur. Parce que le patch de péricarde, on a vu ce matin ce que ça pouvait donner. Peut-être que le patch non traité, ça va mieux, mais peut-être qu'il y a une nouvelle évolution aussi d'un patch hétérologue commercial, dont je ne peux pas citer le nom parce que je suis filmé, qui peut donner peut-être des avantages. C'est une technique qui existe. Elle est interpellante, je ne m'en sers pas, mais je vous la cite parce que je pense que ça peut être intéressant dans des mains qui en ont l'habitude. Ça m'a intéressé aussi dans le cas de fuite résiduelle avec des patients qui ont des pertes de tissu. Alors ça peut paraître un petit peu anecdotique, mais ça consiste avec une bandelette ici de Gore-Tex à amener, à forcer la position du composant mural au niveau de la fente mitrale. C'est intéressant parce qu'en fait ça ressemble ici à une annuloplastie de type géoforme. J'imagine qu'il y a certains d'entre vous qui s'occupent de chirurgie cardiaque adulte, et dans les insuffisances mitrales ischémiques, il y a des anneaux qui permettent d'amener P2 vers la valve mitrale antérieure, et ces anneaux géoformes ont exactement cette forme comme ça un petit peu particulière, spéciale. Donc bon, peut-être là aussi ça a marché. Je n'ai pas l'expérience de ça, mais pourquoi pas. Là, je vais revenir vers un article qu'on a commis avec Lucille, qui est donc les doubles orifices chirurgicaux dans les canaux atrioventriculaires,
qui est essentiellement designé vers le traitement des insuffisances mitrales dystrophiques, c'est-à-dire celles qui vont intéresser la pointe du composant mural situé ici, particulièrement lorsque les pieds sont espacés. Alors ça peut être soit un décalage latéral, soit un prolapsus ou une restriction de cette pointe du composant mural. Alors dans ces cas-là, on peut créer un double orifice mitral, c'est-à-dire attacher la pointe. Ici, c'est un Alfieri, donc, de la valve, qui laisse donc deux orifices. Alors souvenez-vous de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il y avait une ouverture là, une ouverture là. Elles sont supprimées. Il ne reste plus que les ouvertures ici en regard des deux commissures. De façon assez surprenante, ça marche. Moi, je l'ai fait un peu par hasard la première fois. C'était en 1991. Je connais encore le patient. Il s'appelle Nicolas. Il va toujours bien. Il est venu me voir à Marseille. Bon. Ça marche. Donc on l'a publié. Ça a été confirmé par d'autres. Ça paraît un petit peu étrange, mais finalement, il y a des surfaces et des hydrodynamiques qui sont quand même relativement correctes pour ce type de chirurgie. En écho, ça donne ça. En apical de cavité, vous avez ici un orifice, le deuxième orifice qui est là. Et on voit le flux qui est divisé par la tête de pilier. Alors pour faire ça, il faut avoir des... Hop, je reviens en arrière. Pour faire ça, il faut avoir des cordages longs. C'est ce que je vous ai montré au départ. Non, je l'ai enlevé la diapositive, j'ai eu tort. Il faut en fait des cordages longs pour que le flux puisse passer. Ici, au niveau de ce pilier, le pilier est quasiment sur le tissu valvulaire, donc le flux il a du mal à rentrer. Alors que de ce côté-là, il y a des cordages qui sont très très longs, donc le flux il peut rentrer sans aucun problème. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Si on veut faire un double orifice, il faut que les têtes de pilier qui sont en face des ouvertures, il faut qu'elles soient loin, donc des cordages longs. Sinon, il ne faut pas faire, ça fait un obstacle. Dans le cas, je dirais le côté obscur du CAV, c'est-à-dire les dominances droites, il y a toujours un risque au niveau de la valve AV gauche pour créer des rétrécissements. Les critères, on en reparlera, donc je les ai supprimés de ma présentation, mais globalement, le risque, bien sûr, c'est le pilier unique ou un orifice ici imperforé. Globalement, devant ce type de valve, qu'est-ce qu'on peut faire? Lorsque l'anneau est de petit diamètre, on ne peut pas faire grand-chose. Donc l'extension de tissu valvulaire, je n'y crois pas vraiment. Lorsque les pieds sont proches et uniques, il ne faut pas fermer la clefte. Autant que faire se peut, ça risque de fermer complètement l'orifice. Et puis, si les espaces intercordaux sont rétrécis, on peut éventuellement diviser le pilier, faire des plastiques d'élargissement, etc. pour créer un orifice. C'est un peu les limites de la chirurgie de réparation du CAV. Donc après, il faut bien choisir dans les critères pour savoir si on doit faire ou ne pas faire. Lorsqu'il y a un double orifice natif, alors là, ça va aller très vite. 1, on divise jamais le pont valvulaire ici. Catastrophe, c'est systématique. 2, je suis absolument convaincu et persuadé qu'on peut fermer systématiquement la fente mitrale. Donc ça, c'est débattu. Alors dans ce type de situation, il y a ceux qui ferment toujours la clef, ceux qui ne la ferment pas, etc. Moi, je peux vous dire qu'en tout cas, j'ai toujours fermé la clef et ça n'a jamais posé de problème. Voilà, donc, dans les sténoses sous-aortiques, si vous avez encore un petit peu de temps à m'accorder, mais je vais quand même aller vite. Donc bien sûr, il y a le potentiel pour, c'est le col de cygne, je ne passe derrière. Il y a les anomalies de piliers, parfois. Imaginez ici, il y a un pilier antérieur, déviation antérieure des piliers. Le pilier antérieur se projette dans la voie d'éjection. Donc c'était le cas d'un CAV phallo que j'avais opéré ici. Et on peut déjeter en fait le patch du côté gauche. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre le patch bien au milieu entre un côté gauche et un côté droit, on peut déjeter le patch ici en laissant l'intégralité du composant supéro-gauche du côté gauche, ce qui donne un extra passage à ce niveau-là. Donc c'est une technique qui a été publiée par Florentino Vargas, qui marche très très bien. C'est un petit peu dangereux pour la valve droite. Je l'ai fait assez souvent, quelques fois. Et une fois, je me suis cassé les dents sur la valve AV droite. Donc c'est à utiliser, mais un petit peu avec restriction. Après, il y a le malalignement valvulaire qui est finalement l'essence même du canal atrioventriculaire. Donc, la valve elle est insérée ici sur le bord de la crête septale lorsque c'est un CAV partiel. Et puis aussi, il y a, c'était décrit par Evels, une anomalie de la continuité mitro-aortique. C'est ce qu'il appelle l'atrial fold, le repli atrial. Alors, je ne sais pas très bien ce que ça correspond, mais ça correspond à une zone qui est plus longue ici. Ce qui veut dire qu'on a deux parties anormales, celle-là dans le plan septal et celle-là dans le plan de la continuité mitro-aortique. Alors, pour dégager le problème de du plan septal, on peut en fait décrocher le tissu valvulaire de la crête septale, tac, compensé par un patch de CIV. Ça, c'est la PUN et technique de Chang. Ça marche très très bien. C'est un peu dangereux à faire, parce que si on se rate sur la valve, ça va être une catastrophe, mais on peut le désinsérer comme ça. Et puis, si ça ne va pas, on peut aller plus loin, on peut aller désinsérer le tissu valvulaire dans la continuité mitro-aortique. C'est un peu l'instar de la technique de Williams de Toronto pour les extensions de tissu valvulaire. C'est à peu près pareil, à part que ce n'est pas pour gagner du tissu, mais c'est pour traiter une sténose sous-aortique. Ça, je l'ai fait 2 fois, 3 fois, dont un cas qu'on voit ici, où là, le patch, il tourne ici, là, il est en regard du septum, et puis là, il tourne dans la continuité mitro-aortique, avec un résultat qui avait été satisfaisant.
Pour ceux que ça intéresse, et sans vouloir y passer la journée, je vous conseille cet article de Van Arsel, et c'est toujours Toronto, ils ont fait très très fort, sur le traitement des obstacles sous-aortiques dans les CAV. Ils ont comparé en fait la manière dont on pouvait élargir l'angle d'ouverture d'une voie sous-aortique en faisant soit une myectomie, donc la myectomie de Moreau habituelle, soit en faisant un cono modifié, bon, soit en faisant un détachement du composant valvulaire, c'est-à-dire que le Chang, ou en combinant plusieurs procédures. Et ils se sont rendus compte que la meilleure efficacité sur la voie d'éjection ventriculo-aortique, c'était finalement de faire une myectomie de Moreau et de détacher le composant valvulaire. C'est là où on avait moins de réopérations. Parce que sachez qu'il y a environ 3% des patients qui sont opérés pour sténose sous-aortique pendant des CAV, et que sur les 3% qui sont opérés, 30% vont revenir très rapidement. Ça m'est arrivé récemment. Donc c'est vraiment, c'est là où la collaboration entre vous, cardiopédiatres, et les chirurgiens est vraiment fondamentale pour le mécanisme. Donc, la dernière fois, et celui que j'ai opéré le dernier, c'est parce que je me suis raté, ça va faire plaisir à Laurence. Il y avait un pilier anormal, je n'ai pas voulu l'enlever complètement pour ne pas déstabiliser la valve. Et ben, je suis revenu 1 an et demi après, et j'ai enlevé le pilier complètement, j'ai fait tant pis pour la valve, on verra bien. Bon, j'ai pas eu besoin de rajouter de cordage, de machin, de trucs, j'en ai pas mené large, mais bon, j'avais pas le choix, quoi. Donc, quand on fait pas bien la première fois, on recommence. Ça, je vous passe, je pense que c'est un petit peu hors sujet. Les valves de CAV dans les VU, voilà, bon, on peut faire. Les remplacements valvulaires, sachez qu'un remplacement valvulaire, on ne peut pas mettre en place une valve comme ça dans un CAV. Le scoop out fait que la valve va basculer. Alors, c'était surtout vrai du temps, il y avait des stars. Maintenant qu'il y a des valves low profil, Billy-Flet, c'est quand même moins important. La technique de McGrath, quand même, on met un patch, on regarde la continuité mitro-aortique, on déjette la valve en arrière, il n'y a pas d'obstacle sous-aortique. À faire ou à ne pas faire, bon, c'est une fonction d'opérateur. Lorsqu'on veut élargir le nœud mitral, parce qu'on fait un remplacement valvulaire chez un petit, on peut aussi tenir compte de la mise en place des patchs précédents. Ici, ouvrir le patch et gagner sur cette zone-là. Mais ça, c'est des techniques purement chirurgico-chirurgicales, ce qui veut dire qu'on peut remplacer la valve sans trop de difficultés. Bien, même si ça tombe bien, Emery n'est pas là, on doit toujours la réparer. Alors, maintenant, on va faire quelque chose d'un petit peu plus drôle. Et ça va faire plaisir à M. Morville, je ne suis pas toujours là. C'est l'équilibre en fait insuffisance-rétrécissement. Donc l'équilibre insuffisance-rétrécissement, il y a une étude qui a été faite, toujours par les mêmes, c'est avec Calderon, donc c'est toujours l'équipe de Toronto, sur la balance qu'on doit faire entre sténose et rétrécissement au cours des valves. Alors c'est valable pour le CAV et c'est valable aussi pour les mitrales, c'est valable pour les tricuspides. Donc cette balance en fait, elle penche lors de la première intervention vers l'insuffisance. Parce qu'en fait on a toujours peur d'aller vers un rétrécissement. Et puis finalement, quand on est chirurgien et qu'on fait la plastie, on s'arrête à un moment où on pense que c'est bien. Donc on n'a pas de raison de faire plus de fermeture, plus d'annuloplastie, puisqu'on s'arrête au moment où on pense que c'est correct. Donc s'il reste une insuffisance, finalement, probablement, on la tolérera. Après, lorsqu'on va être dans une réintervention, on voudra absolument garder la valve. Donc on fera un peu plus de manip et on ira peut-être vers le rétrécissement. Et on n'aura pas tort d'ailleurs d'aller vers le rétrécissement, parce que ça pourra se traiter mieux. Le message d'emblée, c'est de dire... Si votre chirurgien n'a pas fait un geste lors de la première intervention et que votre patient revient, peut-être il pourra faire le geste la deuxième fois. C'est-à-dire que, pour être très clair, si on a dit la clef n'est pas fermable à l'âge de 5 mois, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas fermable à l'âge de 5 ans. Et je pense vous démontrer pourquoi. Le problème, c'est qu'il faudra que quelqu'un vérifie mes calculs, mais je pense qu'ils sont justes. Ouais, ça fait un petit peu compliqué. Alors, ici, vous avez la surface corporelle du patient. Ici, vous avez le Z-score de la valve mitrale. Je me suis amusé à calculer les courbes qui correspondent à 150 mm² par mètre carré de valve mitrale, 90 mm² par mètre carré de valve mitrale là aussi, en sachant que si j'ai bien compris, je parle sous couvert de ceux qui connaissent mieux que moi cette problématique. Ça, c'est la limite de la symptomatologie à l'effort, et ça, c'est la limite de la symptomatologie au repos. C'est-à-dire quand on est arrivé à là, dès qu'on lève le petit doigt, on est essoufflé. Eh bien, on est à cette limite avec un Z-score de -4 lorsqu'on est en période néonatale et à cette limite avec un Z-score de -6 lorsqu'on est grand. Ce qui veut dire que lorsqu'on est petit, on a besoin d'une plus grande valve mitrale que quand on est grand. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors maintenant, c'est dommage que ça ne se voit pas. Voilà le Z0. J'ai tout recalculé avec les trucs. On est à Z0 lorsqu'on a 2 mètres carrés de surface corporelle avec une valve mitrale de 250 mm² par mètre carré. Et on est à Z0 lorsqu'on est nouveau-né avec une mitrale de 400 mm² par mètre carré. C'est les abacs de Rolat. Faites le calcul, c'est imparable, j'ai recommencé 5 fois. Ça tombe toujours la même chose. Et là, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'un nouveau-né a besoin d'une surface mitrale 2 fois plus grande qu'un adulte?
Vous avez une idée? Non, moi non plus, je n'en avais pas. Mais ce que j'ai vu par contre, c'est que Gamberti, Alessandro Gamberti, donc, qui avait été résident chez Jean-Yves Neveu avec nous à Marine-la-Longue au début des années 90, il a publié un article dans 96, très peu de temps après, en disant c'est bizarre les CAV partiels qui s'opéraient très tôt, donc moins de 1 an, donc cette fraction de CAV partiels avec des petits ventricules, etc., survivent mieux lorsqu'ils ont des mitrales supérieures à 212 mm² par mètre carré. Wow, c'est une taille adulte. Heureusement qu'ils survivent avec une valve de taille adulte. Et en fait, on a besoin de beaucoup plus. Ceux-là, ils sont petits, comment on peut avoir cette surface-là, alors que c'est des CAV opérés petits avec une mauvaise mitrale. Et oui, c'est parce qu'en fait, à leur âge, ils doivent en avoir une plus grande. Ils ne devraient pas avoir 212. Parce qu'à 212, ils sont beaucoup plus bas. Ils sont déjà à Z-2. Bon. Alors maintenant, je soumets ce calcul à votre sagacité. Vous ne voulez pas compter, hein, c'est le début d'après-midi, vous n'avez pas envie de compter. Donc, Rudolf, 74, hein, Daniel serait content. Voilà ici le débit cardiaque en fonction de l'âge. Et l'index cardiaque calculé en millilitres kilo minute. Lorsqu'on est nouveau-né, on a 200 millilitres kilo minute de débit cardiaque. Lorsque l'on a 7 ans, on a 110 millilitres minute de débit cardiaque. Donc, on a un débit indexé en période néonatale qui est le double de ce que l'on a plus tard. Quand on est nouveau-né, on n'irrigue que des organes nobles. On est composé essentiellement d'un cerveau, d'un cœur, de poumons, foie, rein, tube digestif, point barre. Donc, donc on a besoin d'un index cardiaque très élevé. Alors on me dira, oui d'accord, mais ils ont aussi une fréquence cardiaque très élevée, donc ils doivent faire 2 fois plus de débit. Mais le problème c'est qu'ils ont un temps de diastole qui est aussi 2 fois moins long. Donc si on a une fréquence cardiaque 2 fois plus élevée, qu'on a besoin de 2 fois plus cardiaque de débit, qu'on a un temps de diastole qui est 2 fois moins long, il faut avoir une mitrale qui a une surface 2 fois plus importante. Voilà. Donc ce petit calcul d'apothicaire, j'en avance trop vite, ce petit calcul d'apothicaire fait que, en fait, si on ne peut pas fermer une valve mitrale chez un petit parce qu'on sent que ça va être trop juste en termes de Z-score, on peut reprendre le patient 5 ans, 10 ans après, on pourra le faire sans problème. Et vous connaissez tous le patient que vous envoyez se faire réopérer avec le compte-rendu opératoire qui était marqué dedans, je ne ferme pas la clefte parce que le machin, je ne peux pas le faire. Vous envoyez le patient à la chirurgie, le patient il revient avec une clefte fermée, vous faites, bah alors, il a raconté n'importe quoi le premier chirurgien. Non. Ben non, ça aurait été trop petit. C'est juste pas la même physiopathologie. Donc, j'en viens à la diapositive suivante, quelques petits exemples. Voilà, donc, trisomique 21, opéré à 4 mois, un patch, les clefs laissées ouvertes comme étant non fermables. On réopère quelques années après, on ferme la clefte, et puis voilà, quoi. C'est des histoires que vous avez rencontrées forcément. Pareil, double orifice, CAV intermédiaire, opéré à 2 ans. Là, c'était marqué dans le compte-rendu opératoire. Valve non fermable. On ne peut pas fermer la clefte, c'est impossible. Ça fuit comme un baquet, d'accord. Réopéré beaucoup plus tard. J'ai fermé le double orifice parce qu'il fuyait. J'ai fait l'annuloplastie de réduction. Donc, il fonctionne sur une ouverture commissurale. Ah bien, hein. Donc, ce n'est pas un exploit. C'est juste que vraiment, c'est différent. Il y a besoin de moins de débit, on peut s'adapter. Un peu plus difficile, 2 mois et demi, CAV partiel, cœur triatrial. Bon, d'accord. Pilier unique, donc ça se présente moyennement bien. Je l'opère, je ferme partiellement la clefte. Je ne fais pas d'annuloplastie parce que je me dis ça va être tout petit. Ça a tenu 3-4 jours. 3-4 jours, ça va être chrouch. Voilà le résultat. Bon. Donc je l'ai repéré. J'ai fermé complètement la clefte. J'ai cintré ici. J'ai divisé le pilier en 3. Je me suis dit au point où j'en suis. Voilà. Donc ça peut se faire. Même en période, je dirais, enfin en tout cas chez le nourrisson, si je puis dire. Donc vous voyez que cette côté de geste faisable, pas faisable, ça reste parfois un petit peu, je dirais pas subjectif, mais ça peut se calculer. Donc je ne vais pas vous refaire le coup des calculs de la science, du machin, des trucs et des bidules, mais ça peut quand même évoluer. Donc voilà, donc en conclusion, je ne vais pas reprendre tous les trucs, mais annuloplastie restrictive, fermeture de clefte, attention à l'appareil sous-valvulaire, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et on calcule la surface effective de la valve ventriculaire gauche. Chez les petits, Z-2 la limite dans tous ces gestes. Chez le grand, on peut diminuer en dessous, aller jusqu'à Z-4. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais si quelqu'un pouvait vérifier mes calculs, ça m'arrangerait parce que je ne suis pas sûr que je vous raconte pas des bêtises. Je ne pense pas, mais voilà.
Je vous remercie.